Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. En 2023, l'association Sensicap 78 est créée afin d'accompagner et soutenir les enfants atteints de troubles du spectre autistique et leurs familles. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Amélie de la Soujolle. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Sensicap 78. Bonjour. Bonjour. Alors si vous avez décidé de créer cette association, c'est parce que vous êtes intimement lié aux troubles du spectre autistique à travers votre enfant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à la créer ? Est-ce que cela découle d'un sentiment peut-être de solitude ou d'isolement ? Alors ce sentiment, on l'a eu avec mon mari en début de parcours. Notre fils a 13 ans, il a été diagnostiqué à 4 ans, un pédiathède au Chesnay. Il a eu un parcours admirable en école ordinaire avec une équipe enseignante bienveillante et qui a mis en place des outils pour qu'il puisse aller jusqu'au CM2. Et là, à l'heure actuelle, il est en IME. J'ai voulu créer cette association ayant essuyé des plâtres en fait au niveau professionnel. Donc je travaillais dans la fonction publique en qualité de chef de service et de cadre, et j'avais du mal à goupiller vie personnelle et vie professionnelle. Donc j'ai décidé en fait de me consacrer entièrement à la cause de l'autisme, de faire le diagnostic de tout ce qui nous a manqué avec mon mari, à savoir la formation des personnes qui accompagnaient notre enfant et du répit, et de pouvoir créer ce réseau pour qu'on puisse s'entraider autour de ces 3 volets. De nombreux parents se retrouvent désarmés quand leur enfant est diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique. Il faut savoir écouter l'enfant, mais aussi mettre beaucoup d'énergie au quotidien. Votre volonté, c'est justement d'apaiser un petit peu cette tension qui peut intervenir au quotidien. Oui, l'idée, c'est de d'abord écouter. Au sein de notre association, il y a moi-même et il y a une autre maman qui s'appelle Véronique Lancelot, qui a également un enfant porteur d'un handicap, de troubles du spectre autistique, qui a également 13 ans. Et on a à cœur de pouvoir écouter ses parents, de pouvoir les orienter, mais pas simplement donner un annuaire avec des adresses, mais faire un vrai travail d'accompagnement, parce que c'est du vécu, parce qu'il y a de la culpabilisation, parce que effectivement parfois il y a de l'isolement. Et on sait qu'au quotidien c'est très dur, parce que les troubles du comportement sont très souvent associés à ces troubles du spectre autistique. On parle plus de l'autisme sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui. La sensibilisation est de plus en plus présente dans la société. Certaines enseignes de supermarchés notamment mettent en place des choses pour réduire le stress des enfants atteints d'un trouble autistique. Sur les réseaux sociaux, moi je pense notamment à Anas et sa maman qui rassemblent des centaines de milliers d'abonnés. Pour autant, on ne sait pas toujours comment définir l'autisme. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Alors, dans les grandes lignes, c'est un trouble qui impacte l'interprétation au niveau de la communication, et donc la vie sociale, qui impacte aussi la sphère cognitive, parce qu'il y a des mécanismes en fait de compréhension qui sont un petit peu différentes, et qui a comme particularité aussi d'avoir des particularités sensorielles. Vous parliez de Carrefour, qui réduit effectivement à la fois au niveau sonore et la luminosité. C'est vraiment très caractéristique de l'autisme. Donc voilà, on commence à connaître un peu mieux ces troubles qui sont dans d'autres pays très connus depuis de longues dates. Ça, c'est pour l'autisme, on va dire, pur, associé à l'autisme. Il peut y avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres phénomènes qui viennent se greffer, comme la déficience intellectuelle, des troubles de l'attention, de l'épilepsie, etc. Donc en fait, on parle de spectre parce qu'il y a autant de cas d'autisme que d'individus, d'où la difficulté d'accompagner ces familles, qu'elles-mêmes essayent de comprendre comment fonctionne leur enfant, et que la société puisse les inclure au mieux possible. Et parmi vos projets, vous mettez à disposition des parents un guide d'accompagnement et des formations à destination des professionnels. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces 2 aspects ? Alors oui, pour le guide, c'était ma première volonté, c'est d'avoir une boîte à outils, mode d'emploi avec un focus sur le local, c'est-à-dire les Yvelines, et référencer les acteurs qui sont près de chez nous. D'autres plateformes existent. Il y a la maison de l'autisme qui fait un travail remarquable à l'échelle nationale. Moi, j'avais à cœur de pouvoir guider les parents. Où est-ce que vous pouvez trouver une crèche adaptée, un mode de garde avec
des personnes qui sont formées à l'autisme, du sport, des clubs de sport qui ont du personnel formé au handicap et qui peuvent inclure votre enfant. Voilà, l'idée c'était vraiment de sillonner parce qu'il existe des choses. J'en ai marre d'entendre dire souvent qu'il n'existe rien. Non, c'est faux, il existe des choses. Souvent c'est à côté de chez soi, mais on ne le sait pas. Pour l'aspect formation, c'est effectivement ce qu'on a pu constater. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont en charge de jeunes publics et d'adultes avec les troubles autistiques et qui sont encore trop néophytes et qui ne connaissent pas du tout les troubles. Donc on est organisme de formation depuis peu, certifié Kellopi, et on organise des sensibilisations, des opérations de sensibilisation pour les acteurs de première ligne. Donc ça peut être des entreprises, des collectivités, des centres aérés, des associations, et on espère des écoles très prochainement. Et vous organisez également des séjours de répit pour les parents et les familles. La réponse est dans le titre du projet, mais quels sont les objectifs de ces séjours de répit et pourquoi les familles doivent également avoir du répit? Alors on remarque effectivement un phénomène d'épuisement de ce qu'on appelle les aidants familiaux. Il est vrai qu'il y a de moins en moins de places en institut adaptés, que l'inclusion est difficile parfois à l'école, donc elle est très très réduite, et beaucoup de familles se retrouvent au quotidien tous les jours avec leur enfant. C'est ce qu'on appelle des situations de rupture de parcours. Je ne l'ai pas personnellement vécu, mais rien que dans mon quotidien, effectivement, j'avais besoin de répit, nos familles sont éloignées. Donc l'idée, en fait, c'était d'offrir une journée, que les familles puissent s'occuper d'elles le temps d'une journée ou d'une demi-journée, ça dépend du degré de fatigabilité des jeunes que nous prenons en charge, et également d'associer une activité sportive, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, sachant que ces jeunes ont un emploi du temps de ministre, ils courent à droite à gauche entre l'orthophonie, l'ergothérapeute, la psychomote, et on sait que le sport est un vecteur d'inclusion. On sait qu'il améliore sensiblement la motricité et le bien-être de tout à chacun. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de décliner. Alors c'est un dispositif qui est itinérant. Au gré des partenariats qu'on a avec certains acteurs locaux, on arrive à créer ces journées entières. Pour l'instant, on est sur Saint-Germain, Sartrouville et les Mureaux. L'idée, c'est de décliner sur d'autres villes et de décliner ce dispositif à terme dans d'autres départements. Et vous organisez également des samedis tranquilles, justement, avec les enfants atteints de troubles du spectre autistique et les familles. Vous y organisez là aussi des ateliers donc, de médiation animale, multisport et des cafés des parents. Pourquoi tous ces ateliers? Alors, c'est effectivement, ce sont ces jours de répit, c'est ce qu'on a baptisé les samedis tranquilles. Donc, effectivement, ça se passe que le samedi. Selon le besoin des parents, certains parents en fait, on a adapté au fur et à mesure. C'est un dispositif qui est récent et on est au plus près des besoins des parents. Certains parents avaient vraiment besoin juste de répit, de nous laisser leur enfant et qu'on s'en occupe. D'autres, on a pu voir qu'il y avait déjà mis en place par le biais de la famille une certaine entraide, mais beaucoup de solitude par rapport aux démarches administratives, par rapport à remplir un dossier MDPH, comment faire lorsque l'enfant est exclu de l'école. Et là, c'est là qu'est venue rapidement l'idée de créer au sein de ces journées des cafés des parents pour que les personnes puissent échanger et voilà, avec le truc et astuce de maman, tout simplement. Et le fait de communiquer son expérience, ça génère quand même une certaine confiance et donc ça se fait naturellement. Et vous avez également mis en place le dispositif Père Aidance. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce dispositif. Alors là, effectivement, c'est une cellule téléphonique qu'on a mis en place. En théorie, c'est plutôt calé sur 2 demi-journées. Bon, en fait, on prend le téléphone tout le temps. Et je m'appuie pour ce faire de mon homologue Véronique Lancelot, qui est formatrice et qui est extrêmement pointue sur tout ce qui est droit, administration, juridique et la relation avec la MDPH. Je m'appuie également sur un autre membre de notre association qui est assistante sociale en IME et qui accepte gentiment de faire du bénévolat et de pouvoir orienter les familles. Et là, voilà, l'idée, c'est d'accompagner les familles qui ont une problématique très particulière et de leur donner tous les trucs et astuces, une fois de plus, pour éviter qu'elles se retrouvent en rupture, justement, ou gênées pour avancer sur telle ou telle problématique. On a beaucoup parlé des enfants, mais est-ce que votre association compte également des adultes atteints de TSA ?
Alors, on commence à ouvrir à des adultes, mais c'est des jeunes adultes. Je reste attentive à ce qu'il n'y ait pas trop de disparité, notamment en termes de gabarit. On ne peut pas tout à fait faire les mêmes ateliers sportifs avec un petit minot de 6 ans et un adulte de 30-35 ans. Par contre, j'entends le désarroi de certaines familles qui, passé l'âge adulte, n'ont plus rien. Je peux citer Epsilon 78 qui organise des activités culturelles et sportives dans le 78, mais il est vrai qu'à mesure que les personnes grandissent, il y a de moins en moins de dispositifs. Donc on essaye également de les accompagner. Merci beaucoup Amélie de la Soujolle d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je spécifie également que votre association n'est pas en concurrence avec ce qui se fait sur le département, mais vraiment en aide, en soutien. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre Facebook Sensicap 78. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.